Afin de suivre cette contre-vision de Romer, je vais prendre celui-ci au sérieux comme penseur, un penseur dont l'organe de pensée est bien sûr la caméra. Le prendre au sérieux signifie lui accorder le pouvoir d'endosser intellectuellement des thèses avancées par des écrivains tels que les 5 auteurs cités spécifiquement dans le film. En plus de Shakespeare, ce sont Forster, Victor Hugo, Pascal et Platon. Le roman de Forster, le plus long des voyages, est posé sur le tapis quand Félicie revient dans le pavillon de son ami Loïc pour lui dire qu'elle le quitte pour Maxence, le patron du salon de coiffure où elle travaille. Le passage en question, situé au début du roman, est celui où un personnage voit une vache dans un champ et est amené à spéculer par opposition, si je me souviens bien, au contentement de la vache, sur notre connaissance de l'existence du monde extérieur. Il y a une vache pareille au début de la première considération inactuelle de Nietzsche sur l'histoire. Le Schopenhauer, éducateur de Nietzsche, étant, si vous vous le rappelez, sa troisième considération inactuelle. Vers la fin de la même soirée, Loïc récite un poème de Victor Hugo avec une sensibilité extrême, d'une manière à la fois émouvante et intrigante, dramatisant ainsi une tournure d'esprit intellectuel qui attire Félicie et la dégoûte en même temps. Il est identifié comme étant à la fois philosophe de formation et catholique croyant, et Félicie n'a confiance ni en l'un ni en l'autre. Peut-être est-il pertinent de signaler que Route des Indes de Forster et Les Misérables et Notre-Dame de Paris de Victor Hugo sont des romans importants qui ont aussi fourni le point de départ de films majeurs. Lorsque plus tard dans le film Loïc ramène Félicie chez lui, après l'avoir amené voir la représentation du conte d'hiver, cela se produit comme par hasard lorsque Félicie revient pour dire à Loïc qu'elle a finalement quitté Maxence, après à peine quelques jours, mais pas pour revenir vivre avec Loïc. Leur discussion se focalise sur des passages très célèbres de l'œuvre de Pascal et de Platon, que Félicie n'a pas lu. Mais ses intuitions, ce que Loïc appelle sa science infuse, saisissent quelque chose d'essentiel dans ce que ces monstres d'intellect ont apporté à l'édifice culturel. Réagissant à la justesse des formulations de Félicie, Loïc dit « Tu me tues ». On pourrait se demander pourquoi il s'exprime ainsi. Ce pourrait être une mesure du sérieux de Romer que de supposer qu'il a voulu que sa caméra valide ou découvre le fait qu'on doit s'attendre que la science infuse ou d'instinct, en tout cas la philosophie d'instinct, commence dans l'articulation de l'intuition de l'individu. Cela constituerait un commentaire sur la dégradation que subit la philosophie lorsqu'elle surgit d'une articulation sans intuition, donnant l'impression de penser réduite à de simples mots ou à des mots creux. C'est une façon d'exprimer ce qui cause différemment et contradictoirement le désarroi à la fois de Loïc et de Félicie dans cette discussion au début du film. Chez Loïc, qui portait sur le scepticisme et la métempsychose, la transmigration des âmes, les thèmes de Pascal et de Platon qui sont également abordés dans la longue séquence en voiture. Mais qu'est-ce que cela signifie de dire que la caméra de Romer peut valider ou découvrir des origines intellectuelles? Qu'est-ce qui lui est révélé? Qu'est-ce qui attire son attention? Qu'est-ce qui autorise son témoignage? Un film de Romer, de manière caractéristique, comprend un passage où une femme est pour ainsi dire tirée de l'ordinaire par un moment transcendantal, une déclaration que le monde qui nous est donné à voir, comme les mots qui nous sont donnés à signifier, n'est pas la totalité du monde qui existe, et pas tout ce que nous voulons dire. Un de mes exemples préférés de ces moments se trouve dans Le Rayon Vert, où une jeune femme quitte un dîner ennuyeux à la campagne pour se promener au hasard et se perd dans une étendue boisée sans fin. Au moment où un coup de vent anime les arbres et les fait frissonner, elle commence à sangloter. On ne dirait pas qu'elle sanglote parce qu'elle craint d'être effectivement perdue. Et si c'est pas sentiment, si c'est par sentiment de solitude, ce n'est pas tant pour la solitude elle-même que pour la perspective solitaire qui permet ce lieu dans la nature. Que permet ce lieu dans la nature? Et elle se sent soudain dégagée de contraintes. Nous pourrions dire qu'elle ne se sent plus déplacée, ébranlée par un sentiment extatique du possible.
À l'évidence, l'intuition extatique à laquelle parviendra Félicie dans la voiture de Loïc est obtenue par des conditions tout opposées. Là, elle et Loïc, dont elle accepte l'amour sans pouvoir y répondre, ne sont pas exposés au grand vent et au plein ciel, mais enfermés ensemble dans un petit espace, pareil à une caverne, coupés du monde humain et naturel, enveloppés tous deux dans l'humeur de cette femme. Dans cette humeur, et poussé par l'effet sur lui de la pièce de Shakespeare, Loïc soulève la question la plus évidente que pose la pièce, à savoir si la femme, à la fin, est ramenée à la vie par la magie, ou si elle n'était pas morte. Félicie explique à Loïc, de fait, que, quoi qu'il soit croyant, il ne reconnaît pas la foi, et elle lui apprend ensuite un fait qui le surprendra. Le jour où elle a quitté Maxence, à Nevers, elle s'est retrouvée à prier, et qui plus est à prier dans une église. Il nous faut donc, dans Contes d'hiver, considérer deux sortes de temps. Un temps de l'expérience, de la transcendance, à l'église et au théâtre, et un temps de la formulation, de la compréhension de cette expérience dans la séquence en voiture. Le nom que Freud donne à ce rapport temporel est nachträglich, qui veut dire quelque chose comme en supplément ou en plus. Mais l'usage qu'il en fait, en particulier dans le cas de l'interprétation de la scène primitive, n'est pas simplement que quelque chose vient en supplément de ou augmente ce qui a été vécu, mais qu'en revenant à ce qui est arrivé, autrement dit rétrospectivement, le retour le révèle pour la première fois, comme si la première fois où ça s'était passé avait été en rêve. À mon sens, le lien qu'Emerson établit de l'intuition avec l'instruction, tuition, le lien qui appelle pensée, est en rapport du même type. Il est remarquable que les rêves interviennent dans le texte de cette pièce de Shakespeare, comme à l'acte 3, scène 2, où Hermione dit à Léontès « Vous parlez un langage que je ne comprends point. Ma vie se tient au niveau de vos rêves. » À quoi Léontès réplique « Vos actions sont mes rêves. » Voilà des annonces explicites que ce qui se passe demande un temps pour la compréhension ou la reconnaissance, et de surcroît, je remarque que l'idée de ce qui se passe laisse sa marque sur le texte de Romer. Plusieurs personnes disent « c'est arrivé, c'est tout ». Des choses qui arrivent, ça aurait pu arriver à tout le monde. Dans un monde freudien d'interaction entre les hommes, presque rien n'arrive, c'est tout. Aussi justifier la qualification « c'est tout » demande la plus grande attention. Nous devrons donc revenir sur ce point. Aussitôt que nous comprenons que Romer est en train de produire une méditation sur la pièce de Shakespeare et qui ne se contente pas d'incorporer des commentaires ici et là sur certains de ses thèmes, nous savons qu'il ne saurait éviter l'enjeu théâtral maximal de la structure shakespearienne, à savoir considérer si le remplacement de la statue par la vie prend ou marche théâtralement, si le public a reçu assez de motivation pour ne pas lâcher ce moment. Je connais d'éminents shakespeariens, parmi les plus talentueux, qui n'arrivent pas à trouver, ou n'ont pas trouvé, que cette scène finale les prend, la scène du réveil ou de la résurrection. Cela constitue une critique radicale d'une œuvre qui, pour d'autres aussi talentueux, arrive au niveau le plus élevé du théâtre. Quand je dis ne pas éviter l'enjeu théâtral maximal, j'entends que Romer crée un moment analogue dans son film, à savoir le retour du père absent. Que ce moment nous prenne dans Romer dépend moins du dépassement de l'invraisemblance scientifique. Les rencontres de hasard sont des événements assez courants dans une grande ville grouillante de monde, que de savoir si nous sommes pris, instant par instant, depuis les reconnaissances du Père et par le Père jusqu'à la joie extatique de la réplique « Je pleure de joie » et à sa répétition par la petite fille qui reçoit par là un concept qu'elle est incapable de saisir à ce moment-là. Le temps de sa compréhension ou de sa compréhension révisée, s'il vient jamais, est à des années de distance. L'attention que le film accorde au moment d'absorbement de l'enfant me suggère que cette réplique, qui mêle les larmes et la joie, reprise à sa mère, fait naître en elle un étalon à partir duquel elle pourra critiquer les leçons que le monde aime à lui donner, à savoir que l'existence est inévitablement aussi mélancolique que la plupart des adultes supposent que la condition humaine l'est naturellement.
Mais comment savons-nous que le film prend au sérieux ce mesure contre la pièce de Shakespeare? Je suppose qu'un moment précoce et incontestable, comme si c'était un point topologique fixe d'identité entre ces deux œuvres, et celui où Félicie s'identifie elle-même dans sa conversation avec Maxence durant le week-end, où elle va avec lui à Nevers pour une visite préalable avant de le rejoindre de façon définitive avec sa fille Élise. Dans un long échange avec Maxence, où la sympathie affichée de ce dernier confirme évidemment la décision qu'elle a prise de partir avec lui. Elle fournit une explication de la façon dont, à la fin de l'été passé sur la plage, elle a donné par erreur à l'homme qui s'appelait Charles une fausse adresse, de la raison pour laquelle il n'avait à l'époque aucune adresse à lui donner. Et elle ne pouvait être retrouvée dans l'annuaire, car son nom de famille n'était pas celui de sa mère, qui avait repris son nom de jeune fille et avec qui elle vivait quand elle n'était pas avec un homme. Et son nom n'était pas celui de ses sœurs, mariées toutes les deux. Elle conclut cette tirade en observant « Je suis la fille introuvable ». Or, voilà une belle référence à la réplique de Paulina dans Shakespeare, qui pour ainsi dire amène à la vie Hermione. « Tournez-vous, bonne dame, notre Perdita est trouvée ». Puisque la phrase de Paulina est située dans la scène finale de la pièce, dont Romer incorpore l'essentiel, montrant bientôt Loïc et Félicie au théâtre. Félicie s'entendra presque retourner sa propre réplique dans le cadre de sa vision de la pièce qui la transforme. Nous imaginons-nous que Félicie interprète la réplique de Paulina comme une contradiction de la sienne, ou bien l'inverse? Autrement dit, se perçoit-elle comme un écho, un négatif de Perdita? C'est probablement quelque chose qui est discuté dans la conversation en voiture, à laquelle nous devons prêter plus attention. Avant cela, nous avons déjà suffisamment démontré l'existence de liens entre le film de Romer et la pièce de Shakespeare, pour être sensible à des allusions plus faibles entre les deux. Par exemple, prenez les dessins que fait la fille de Félicie, Élise, 5 ans et quelques mois. Je suppose le film, après la séquence de prologue, situe son déroulement entre le solstice d'hiver et le nouvel an. Des fleurs, une princesse et un clown, où l'on peut voir des références aux motifs principaux de la pastorale de l'acte 4 de la pièce en Bohême, où Perdita est la reine de la fête annuelle de la tonte des moutons. Étant donné l'importance dans d'autres films de Romer, de la perspective dans les déplacements de lieu en lieu, avec aller et retour comme si l'on était chez soi nulle part, je suis prêt à voir dans les deux trajets de Paris à Nevers une sorte d'allusion à l'aller et retour chez Shakespeare, de la Sicile à la Bohême. En fait, je suis prêt à considérer la liaison encore plus ténue, peut-être, de Félicie avec la coiffure, comme une référence urbanisée et humoristique à la tonte des moutons, puisque les deux modes de coupe sont associés simultanément aux fêtes et à l'argent et représentent des lieux où la femme est à sa place et n'est pas à sa place. Dans la fête shakespearienne, Perdita est une princesse incognito qui joue le rôle de la reine de la fête. Une liaison plus sérieuse assurément ou plus explicite entre le film et la pièce est l'insistance de Loïc lors de la première conversation chez lui avec ses amis intellectuels sur la différence entre religion et magie ou superstition, ce qui rappelle aussi des vers que nous entendons dans la scène du conte d'hiver représenté dans le film. Lorsqu'Hermione obéit à l'ordre de Paulina de montrer qu'elle est vivante et que Paulina instruit les spectateurs, non, ne reculez pas, ces actions seront aussi saintes que, vous l'entendez, mon charme est légitime. À quoi Léontès répond ensuite, si c'est de la magie, que cela soit un art, légitime comme le manger. Cette association indirecte de Loïc à la Paulina de Shakespeare, qui fait ainsi de Loïc l'ami et le protecteur de Félicie, lie ainsi Félicie à Hermione, aussi bien qu'avec Perdita, une mère aussi bien qu'une fille, chose que Félicie nous est montrée être, à la différence des femmes de la pièce de Shakespeare. La pièce insiste sur la ressemblance de la mère et de la fille, ce qui est encore accentué dans le bref moment choquant de désir incestueux qui survient quand Perdita est présentée à Léontès comme la fiancée de Florizel, le fils de l'ami dont Léontès avait cherché la mort dans sa folie du début, et qu'il déclare qu'il demanderait volontiers sa main pour sa part,
ce qui suscite l'intervention immédiate de Paulina. Il est plus intéressant pour Homer de souligner plutôt que ce caractère incestueux qui suggère les prérogatives et l'antisociabilité du pouvoir absolu, le simple fait que toutes les mères ont commencé par être filles, aussi nécessairement que tous les vieux ont été jeunes. Que de telles vérités puissent avoir l'effet de révélation me semble marqué par la manière dont la merveilleuse mère de Félicie accepte la réalité de la vie érotique et de sa fille. Lorsqu'à Félicie, qui dit préférer le côté fruste de Maxence à la douleur de Loïc, sa mère répond « C'est bien, les hommes doux, c'est rare. Je me surprends à me rappeler les scènes du prologue avec Félicie et Charles jouant sur la plage, comme si c'étaient des images de sa mère se souvenant de sa propre jeunesse. Et l'acceptation par la mère de la vie, d'un avenir auquel elle ne participera plus, s'exprime dans la simplicité avec laquelle elle remarque, lorsqu'elle voit à la fin du film sa petite fille toute seule sur le canapé du salon, qui s'est éloignée de l'énergie des joyeuses étreintes de ses parents. Maman est avec papa, et qu'elle lui demande si elle n'est pas contente.